Aujourd'hui, on reçoit Scott Livingstone, un préparateur physique, physio, et il nous explique au fil de ses expériences ce qui lui a permis de construire la méthode de réathlétisation qu'il utilise avec ses athlètes aujourd'hui. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question comment construire un athlète. Bonjour Scott. Nouvelle fonction de Zoom. Bonjour, ça va bien? Ouais, super. Aujourd'hui, un nouveau podcast. Je suis vraiment content de pouvoir te recevoir sur ce podcast-là. Ça fait plusieurs années que je suis ton travail et je suis vraiment admiratif de ce que tu fais. Donc, vraiment content de pouvoir échanger avec toi. Mais merci pour l'invitation. Je pense qu'on va faire un méandre dans la vie de Scott et on va voir comment ça fonctionne pour vous. S'il y a des idées ou des réponses qui vous donnent et les personnes qui vont prendre le podcast vont trouver des idées fonctionnelles et euh, par, puissante pour le journée. Ouais, après pareil, c'est une première pour toi, un podcast en français, donc on va prendre le temps si jamais il faut reprendre, ou même si parfois tu mets de l'anglais, je me débrouillerai pour le sous-titrer, ou il n'y a pas de souci, mais on est dans une première et on va s'adapter et on va avancer. Si tu pouvais Oui, commencer c'est par te une présenter. expérience nouvelle pour moi, mais on va voir comment ça fonctionne. Allons-y. Ouais, c'est ça. Du coup, si tu pouvais commencer par te présenter pour les Français qui ne te connaissent pas. Moi-même, je suis un entraîneur de conditionnement depuis 32 ans. Je suis aussi un thérapeute sport en Canada. C'est plus ou moins comme un thérapeute physique ou physiothérapeute, même type d'affaires professionnellement. Donc, j'ai mis les deux chapeaux dans mon domaine de pratique durant toute ma carrière. J'ai fonctionné les premières quelques années dans une clinique privée. Puis en 1990, j'ai pris un travail avec l'Université de Concordia comme le thérapeute sport en assistance, puis le lead entraîneur en chef de conditionnement pour tous les programmes des sports à l'Université de Concordia. Donc, j'ai fait ça à Montréal pendant 8 ans. Et en 98, j'ai pris un travail avec la Ligue nationale de hockey avec l'équipe les Islanders de New York. J'ai fait ça pendant une année. Après un an, j'ai shifté avec les Rangers de New York pendant 2 ans. C'est le même temps que... C'est juste après l'année après que Wayne Gretzky a pris son retraite et Marc Messier est retourné comme capitaine. Donc, je travaillais là pendant 2 ans. Après 2 ans, j'ai perdu mon travail là. Ils n'ont pas réengagé mon contrat. Donc, j'étais en train de trouver un nouveau job. Puis, la position de chef de conditionnement à ouvrir à Montréal avec les Canadiens de Montréal. J'ai pris ça. J'ai travaillé là entre 2001 à 2009. À ce point-là, j'ai décidé de prendre mon retrait de la Ligue nationale et durant cette période-là, j'ai commencé une compagnie avec ma femme pour deux raisons. On a fait, comme on dit en anglais, un brick and mortar, un vrai gym ou place où on peut entraîner les athlètes qui nous ont engagés de faire leur programmation. Donc, j'ai commencé ça en 2003, je pense, j'ai travaillé sur ça comme un sideline durant cette période-là. Ma femme a fait tout le plus grand
pourcentage de travail durant les années que j'étais avec les Canadiens. Durant cette période-là, j'étais engagé par une fondation canadienne qui supporte les athlètes olympiques B210. B210, c'était une fabrication d'un ami de moi qui était en business et il a trouvé une affaire de assembler des hommes et des femmes plus ou moins riches en Canada qui peuvent supporter les athlètes en haut de gamme pour qu'ils puissent avoir la chance de vraiment gagner aux Olympiques. Donc, on a trouvé un système, une méthode d'entourer les athlètes complètement avec toutes les choses qu'ils doivent avoir pour avoir le succès. Et moi, j'étais comme plus ou moins le directeur de performance avec ce regroupement. J'ai fait ça avec des différents athlètes olympiques durant cette période, à la point de 2009 que j'ai pris ma retraite, j'ai continué de faire le travail avec B210 et j'ai continué d'être un propriétaire de notre business. On fait une assemblée des deux business qui étaient ensemble, High Performance Sport puis Premier Studio, et rassembler ça à P2 Premier Performance 2015, je pense, ou 2014. Puis, durant cette période, j'ai entraîné beaucoup de différents Olympiens, des professionnels en hockey et football et tout ça. Et à un certain point, j'ai décidé avec ma femme de prendre différentes directions, de commencer de faire plus de enseignants, comme c'est un système que moi et ma femme a développé durant les vingtaines d'années qu'on dit reconditionnement, reconditioning. Ça, c'est plus ou moins une intégration de thérapie puis la performance dans un système qui vous donne un système d'opération pour que tu peux assembler les forces des deux domaines de pratique. Et on a essayé d'enseigner ça depuis 2014 ou 2014, je pense. Et plus ou moins 2018-2017, j'ai déménagé de Montréal à Mont-Tremblant, nord de la ville de Montréal, pour avoir pas comme une retrait, mais de changer ma vie à une vie qui est plus autour de la famille, les travaux en consultation, puis de faire enseigner le reconditioning. On a fait reconditioning comme des cours spécifiques avec des groupes de 20 à 30 personnes dans les différentes places à Canada et le monde. Et avec la pandémie, on a shifté ça au virtual enseignement. Et maintenant, j'ai commencé mon podcast il y a 3 ans maintenant, le podcast Leave Your Mark, pour faire un tour avec les différentes personnes dans l'industrie de human performance pour trouver leur voyage, les expériences, les influenceurs dans leur vie pour que, je ne sais pas comment on dit le listeners, c'est quoi le mot pour listeners, les personnes qui vont entendre les spectateurs, enfin ceux qui écoutent. Les spectateurs, pour qu'ils puissent trouver, prendre de wisdom des personnes que j'ai fait mes interviews. Donc, ça, c'est mon histoire en bref. Longue et en bref. Ouais, mais déjà, félicitations pour toute cette longue carrière et je pense qu'elle n'est pas terminée. Je pense une vie dédiée aux athlètes. Et même maintenant, pendant ta retraite, tu le dis, tu continues quand même à accompagner des athlètes pour qu'ils deviennent, ou du moins des entraîneurs qui vont accompagner des athlètes. Qu'est-ce que c'est pour toi un athlète? Je pense que chaque personne est vraiment un athlète au centre. Mais ça dépend comment tu expresses ça.
Il y a des personnes qui veulent s'asseoir devant leur vidéo ou quelque chose comme ça pour expresser leur athlétisme avec leur pouce, mais la plupart des gens font quelque chose. Ça peut être marcher, ça peut être haltérophilie, ça peut être le vélo, ça peut être du golf, du tennis, tous les différents sports. Puis à chaque niveau threshold qu'on arrive, il y a une différente demande sur le système. Donc, on devient plus en plus un athlète de haute puissance et haute capacité. Donc, moi, je trouve que tout le monde est une forme d'athlète. C'est juste pour moi de trouver comment tu utilises ton corps, qu'est-ce que vous demandez de ton corps et si on peut trouver exactement ce que vous voulez faire avec le corps présentement. Et si vous avez des aspirations à faire des autres choses, c'est quoi exactement que vous voulez faire et on va trouver une programmation pour qu'on peut chercher ses buts. Ouais, je pense, ouais, c'est la notion centrale de ton travail, c'est réussir à atteindre ce que l'athlète cherche à avoir comme objectif. Tu as commencé en tant que préparateur physique, on va dire, pas classique, mais comme tout le monde, et tu t'es vraiment spécialisé dans la réathlétisation, rehab. Comment t'en es venu à placer la rehab au centre, ben, au final, de ton travail? Ben, je trouve qu'il y a pour moi, anyways, il y a une différence entre réhabilitation et reconditionnement. Et vraiment, la différence, c'est que réhabilitation, c'est réactionnaire. Donc, quelque chose arrive à une personne, il y a une blessure et maintenant, on doit trouver une direction, comment on peut dire pathway ou un path ou Un un moyen? processus de devenir, de retourner à performance, OK? Puis, la différence avec reconditionnement, c'est que c'est proactif. Moi, j'ai utilisé depuis le commencement de ma carrière mes connaissances en thérapie d'augmenter ma capacité en conditionnement et préparation pour que je... Et vous avez parlé de le setup avec ton gym et l'idée qu'on fait un setup de notre automobile, notre char et toutes les différentes choses qu'on doit corriger avec ce système. Donc, c'est plus ou moins comme ça. Comme moi, je pense qu'un athlète olympique, c'est la même chose qu'un F1 racing car. Et donc, on se met le F1 sur le track, on fait des tours, on retourne dans le garage, on ne retourne pas dans le garage et mettre ça en stationnement. On se met ça en haut, on se voit quels sont changés, qu'est-ce qu'on doit toucher, tourner, viser, tout ça. Et pour moi, ça, c'est ce qu'on doit faire avec le corps. Donc, j'utilise reconditionnement comme une approche avec tous les athlètes avec qui je travaille. Et c'est pas que vous êtes en douleur ou qu'il y a une blessure, c'est qu'on on est dans un processus continuel de modifier, changer, additionner, corriger, tout ça, tout le temps. Et ça, c'est la différence. Parce que réhabilitation, c'est plus ou moins, c'est là pour que quelqu'un devienne en blessure. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi, je veux commencer longtemps avant que le blessure s'arrive. Mm. Mais ce qui est particulier, c'est que le corps humain, c'est une machine fantastique qui est autorégulée, auto-entretenue. Et cette capacité, en fait, elle est un peu à double tranchant. D'un côté, elle va permettre de créer un système, enfin un être humain qui est réellement performant,
Mais de notre côté, c'est un être humain qui va s'adapter et comme tu dis, ben, qui à la longue, à force de s'adapter, va créer une blessure ou une dysfonction. Comment on peut faire pour, d'après toi, identifier en amont, avant que la blessure arrive, ben, que forcément ce système, il n'est pas dans son bon axe de fonctionnement? Ça, il y a deux parties de cette conversation et j'entends beaucoup le temps dans l'Internet des conversations autour de cette idée que une personne, c'est pas une machine, c'est une machine adaptive. Et c'est vraiment correct. Et si on habite comme la nature, dans la nature, et on utilise notre corps tout le temps avec tout ce qu'on fasse, comme les animaux, je pense que c'est probablement pas nécessaire d'avoir un système d'entraînement ou de réhabilitation. Il y a des fois avec dans la vie des animaux, si on casse une jambe, c'est probablement la fin de la vie pour l'animal. Okay? Ça, c'est la réalité. Donc, nous, on a décidé il y a longtemps qu'on peut corriger ça, faire ça, quelque chose avec ce problème-là. Mais la réalité avec la société humaine, c'est qu'on tout le temps on cherche des machines de faire le travail pour nous. Donc, on devient de moins en moins physique avec notre corps. Donc, I don't know how to say even the athletes. How do you say even? Even athletes do, like that's how I wanted to say it. Les athlètes, les athlètes utilisent leur corps durant une période de leur vie, mais en même temps, ils ont leur influence socialisée où ils vont s'asseoir sur le couch, faire de video games, ils vont parler avec leurs amis, ils vont manger dans le restaurant, tout ça. Donc, ils utilisent leur corps un certain pourcentage de la vie, mais ce n'est pas comme un animal. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'entraînement, le conditionnement, le support qu'on fait avec le corps, c'est un contre-effet à tout ce qu'on fait avec le corps quand on fait rien, ou on fait des choses qui sont comme les postures qui ne sont pas vraiment positives pour nous. Comme ça, c'est l'importance de notre système d'entraînement. Donc, pour moi, ce n'est pas juste entraîner et d'utiliser les différents types d'influence sur le corps humain. C'est autour de ça, c'est d'avoir le sens qu'on n'utilise pas le corps beaucoup de temps et on doit faire une balance avec ça ou une équilibration en ça avec ce qu'on ne fait pas. Donc, quand on s'entraîne, c'est de engager des choses pour réétablir l'équilibre dans le système. Donc, ça aligne avec ton question, c'est que moi, je fais des évaluations de comment on bouge, mais plus que ça, j'ai fait une évaluation de ce qu'on voudrait faire avec notre corps. Donc, si je prends un quarterback d'une équipe de football, okay, ils vont faire lancer la balle, ils vont courir, ils vont couper, ils vont arrêter, accélérer, ils vont faire de rotation, ils vont sauter, ils vont faire beaucoup de différentes choses. Donc, moi, je fais de vidéos, je fais une évaluation de tout ce qu'il fait avec son corps, mais en haut de ça, j'ai besoin de savoir ce qu'il fait durant ses entraînements de l'été ou de l'hiver pour préparer à faire le football. Comment, avec son entraîneur de conditionnement, quels sont tous les exercices qu'il va faire. En haut de ça, c'est qu'est-ce qu'il veut faire
à la vie physique. Donc, est-ce qu'il aime faire de kitesurfing, de ski nautique, des différents sports comme ça. Donc, quelles sont tous les demandes que ce athlète-là fait sur son corps? Et c'est à moi de fait sûr et certain qu'il peut faire toutes ces choses-là. Donc, j'ai fait une évaluation avec mes mains, avec mes yeux, avec le vidéo et tout ça pour savoir est-ce que tous les aspects de mouvement qu'il demande sont là pour lui de chercher et de l'utiliser. Je prends le même connaissance sur ça. C'est comme un peinture qui veut peinturer une peinture de n'importe quelle chose avec des fleurs en beaucoup de différentes couleurs. Pour commencer, je dois savoir, est-ce que dans son palette de couleurs, est-ce que toutes les couleurs sont là pour lui de faire le projet, la peinture qu'il veut le faire? Donc, s'il a juste blanche, noire et orange, il ne peut pas faire une peinture avec rouge, bleu, toutes les différentes couleurs. Donc, c'est pour moi de trouver les autres couleurs qu'il a besoin avec son corps à faire ce qu'il veut faire ou elle veut faire. Et mais là, du coup, tu rentres dans une notion de le fameux use it or lose it. Mm-hmm. L'athlète, il a besoin d'avoir une palette très large d'habiletés ou de skills, Mm-hmm. mais c'est difficile de toutes les entretenir à la fois. Et comme si on poursuit ta métaphore du peintre, est-ce qu'il n'aurait pas, comme le peintre, où il a trois couleurs primaires, et avec ces trois couleurs primaires, il les mélange et il fait l'ensemble des couleurs? Est-ce que l'athlète, il aurait des skills principaux qui pourraient du coup se mixer et s'adapter pour donner un athlète réellement global et complet? Ben, je pense qu'il, oui, il y a comme un type de intégration des différents mouvements. Et ça, c'est ce que le corps et le système neurologique fait chaque fois qu'on retrouve un nouveau mouvement ou une nouvelle chose qu'on veut faire. Il y a différentes programmations dans le système comme flexer le coude, flexer l'épaule, tourner l'épaule. Donc, le système connaît comment faire ça. Donc, maintenant, je veux faire attraper un balle. Je sais que il y a le corps vont trouver les différents systèmes, assembler, faire une programmation, à faire attraper le ballon. Après certaines répétitions, ça devient smooth et ça, c'est la fonction d'un système. Donc, pour moi, c'est de savoir quand je fais mes évaluations de mouvement, est-ce que le mouvement, quels sont les mouvements en base, comme vous dites, les attributs de mouvement qu'ils doivent avoir pour assembler le mouvement complexe. Donc, si une certaine partie de ce mouvement n'est pas là, donc si je dois faire une rotation externe dans mon épaule, de faire le mouvement comme attraper le balle, OK? Et je n'ai pas ce mouvement, comment je vais le faire, attraper le balle? Est-ce que c'est parce que je vais faire comme un changement de position de mon corps dans mon corps, tronc et tout ça pour avoir le mouvement? Et si je fais ça, est-ce que j'ai assez de mobilité, fonctionnalité dans ce partie de mon système pour actualiser ce mouvement? Donc, c'est tout pour moi de trouver le concept de comment le corps va trouver et pas trouver le mouvement. Et est-ce que ça, c'est le plus efficace ou la meilleure méthode pour le corps de faire ça? Et on ne sait pas exactement si c'est meilleur ou non, mais on peut savoir que si on se met plus en plus pression et stress sur une certaine partie de le corps continuellement,
on va avoir un changement avec le corps, une adaptation. Ça, c'est la différence entre la machine et le corps humain. C'est que si on se met de force, c'est comme la différence entre une ampoule puis un callus. Je ne sais pas comment on dit callus. C'est quand on se fait friction sur le talon, après un certain point, il y a comme de plus en plus d'épaisseur de le Ah, de la pouce. C'est corde. ça. Le corbe, OK? On peut avoir un poule et un corbe. Donc, le poule, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin ou veut avoir, mais si on fait de pression, de stress, après une période, le corps vont additionner de peau là, pour avoir plus en plus de capacité à gérer ce stress. Ça, c'est comment on fonctionne. Mais si ce épaisseur de matériaux devient trop grand, ça va changer le mécanisme, changer comment notre botte se fonctionne sur notre pied, tout ça. Donc, il y a toujours un cause and effect. Et on va savoir c'est quoi la cause, c'est quoi l'effet et comment on gère ça durant notre vie avec un athlète. Mm. Est-ce que ça fait de bon sens? Ouais. Non, mais complètement, complètement, parce que j'ai l'impression que c'est une nouvelle vision avec un peu la théorie du maillon faible. Souvent, on explique que dans la chaîne musculaire, il ne faut pas qu'il y ait de maillon faible, sinon ça crée des blessures, etc. Et toi, ben, en fait, tu vas beaucoup plus loin dans une approche beaucoup plus globale de cette théorie, j'ai l'impression. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus global et qui va vraiment, ça laisse pas de place à l'imprévu où en fait on contrôle vraiment l'ensemble du paramètre du mouvement. Oui, ouais, ça, c'est la raison que j'ai décidé d'enseigner mon système avec ma femme de reconditionnement parce que moi, je trouve que les deux domaines de pratique, la performance et la thérapie, quand on se met ensemble dans un système vraiment intégré, la puissance de ce système est vraiment forte. Mais on fait la faute, il y a des fois, de faire l'éducation dans un, l'éducation dans l'autre, mais ça ne dit pas qu'on va les se mettre ensemble. Et c'est une vision de global et en même temps local de continuer à faire zoomer et reculer pour faire une bonne évaluation et connaissance de ce qu'on doit faire. Ce n'est pas une chose ou l'autre, c'est tout un mélange des choses. Donc, ça, c'est le vrai force de cette méthode. Ouais. Euh, il y a aussi une autre notion où je pense que ce système il peut être très puissant, c'est dans la formation, dans le développement des athlètes sur plusieurs années. Euh, sur, il y a énormément d'entraîneurs qui réussissent à faire performer un athlète une fois en un laps de temps très court, mais par contre faire perdurer un athlète des années, des années, des années, des années et qui soit toujours au top niveau, c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus difficile. Et j'ai l'impression que ben, du coup, ton système, il peut contribuer à ça et je pense par ton travail, tu as déjà réussi à faire ça. Ben, pour moi, je trouve que je suis une personne avec d'humilité. Je ne veux pas tout le temps pomper mes pneus avec tout le monde, mais vraiment autour de ton question et ce que vous avez dit, c'est que je travaille avec des athlètes qui à un point de développement complet, qui sont des athlètes vraiment spéciaux. Comme un athlète, un exemple, c'est Michael Kingsbury, qui est vraiment présentement le meilleur euh, à, avec lui à 17 ans. Ah, je suis Et il est ça. à 28 ans.
Oh, ça a coupé? Ouais, Moi, je suis ici. enfin, la dernière chose qu'on a entendue, c'était OK. que c'est un J'ai commencé avec Mick quand il est 17 ans et maintenant il est 28 ans. Et durant toute cette période-là, il n'a jamais eu une blessure. La première grande blessure il avait eue, c'est l'hiver passé. Il a cassé deux processus spineux dans son vertèbre avec un grand saut qui est faut faire, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Ce n'est pas une blessure d'entraînement ou de sans entraînement, c'est juste une blessure d'accident. Mais avec lui, c'est un exemple que si on travaille sur les choses comme un F1 vehicle, et de continuer à faire ça, on va avoir un corps qui est vraiment préparé. Et en même temps, j'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes qui sont dans une position où leur carrière est plus ou moins finie avec un blessure. Et j'ai eu la chance de reconditionner et trouver un autre 5-6 ans avec leur carrière. Et comme un exemple, c'est encore un skieur, Eric Gay, qui est le meilleur alpiniste de Canada durant son carrière. Mais à 31 ans, il est proche de prendre son retrait à cause de douleurs dans son dos. On a fait un reconditionnement. Le douleur a été terminé. Il avait 6 autres ans de travail sur la piste. Il était le plus vieux joueur qui a gagné un World Championship à 36 ans. C'est les choses comme ça, on voit comme Phil Mickelson qui a juste gagné le PGA Tour à 50, plus ou moins almost 51 years old. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu il y a 10-15 années. Moi, je pense que c'est à cause de le système d'entraînement avec les athlètes, leur consistance et attention de détail avec leur entraînement et ce qu'ils font avec leur corps. Et si on a un système vraiment global comme ça, comme le F1 Car, on va avoir des athlètes qui continuent à avoir une grande carrière dans les années 40 et peut-être les années 50 avec certains sports. Ouais, on chamboule un peu l'ordre établi où d'habitude, à partir de 30-35 ans, un athlète de très haut niveau, c'est logique et ça choque personne qu'il arrête sa carrière. Euh, Malheureusement, pour lui, parce que je pense qu'il n'y a aucun athlète de très haut niveau qui décide d'arrêter sa carrière. Ils ont tous quand même un petit pincement au cœur et c'est pas quelque chose qui se fait dans des bonnes conditions, c'est rare. Et le fait de pouvoir leur prolonger euh, ce haut niveau de performance, je pense que ça leur rend service même lorsqu'ils décident d'arrêter la carrière pour la vie de tous les jours. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une question là? Je ne suis pas sûr si tu me demandes une question ou c'est juste. Ah oui, enfin oui, parce que souvent, un athlète de très haut niveau qui a performé pendant de nombreuses années, Mm-hmm. il est cassé vers les 50 OK. ans. Ben, ça arrive la plupart du temps que les athlètes prennent leur retraite à cause que la blessure devient la fin de leur carrière. Mais je pense qu'on voit de plus en plus maintenant les athlètes qui prennent leur retrait à un point où ils savent euh, que c'est le point qu'ils veulent faire des autres choses avec leur famille. On voit ça avec, you know, who am I thinking of? Well, Kobe Bryant a fait ça à la fin de son carrière.
on voit ça de plus en plus. Je ne connais pas tous les gars qui prennent le retrait autour de ce type de raison, mais je vois maintenant que les joueurs, ils peuvent jouer de plus en plus les grands carrières athlétiques et ils peuvent trouver le choix d'arrêter pour autre raison qu'il y a une blessure. Il y a des fois que c'est plus la performance qui devient pas assez fort pour gagner et ils sont des joueurs qui gagnent beaucoup. Donc, on voit ça avec un Federer ou un Nadal et des autres athlètes qui vont prendre leur retrait en quelques années parce qu'à ce point-ci, ils ne peuvent pas gagner le même type de chance qu'ils ont eu en avant. Mais tu peux voir comme un athlète comme Murray en tennis, qu'il y a un documentaire en Netflix où ils ont fait beaucoup de différents types de réhabilitation pour avoir la chance de retourner. Mais avec le type de blessure qu'il avait eu, c'est juste plus en plus difficile à faire. Mais on voit que la vie d'un athlète est bien plus longue maintenant que c'était il y a 20 ans ou 30 ans et ça change continuellement. Mais je pense que c'est avec certains sports que ça fonctionne. Les sports de haute puissance, haute force, tout ça, c'est plus difficile parce que le corps peut absorber. Et il y a aussi une certaine mentalité que tu dois avoir pour lancer ton corps sur une piste alpine, downhill. Et quand on a 2, 3 enfants, ça change l'intensité mentale de faire ce type de craziness. Ouais, c'est ça. C'est une notion de engagement, de prise de risque qui est vraiment particulière. Là, tu as abordé sur des Federer, des Nadal ou même pendant ta présentation, c'est la partie vivre de son sport, professionnalisation du haut niveau. Parce que le haut niveau, ça ne veut pas forcément dire qu'on peut en vivre et c'est ça qui est particulier. Dans ta présentation, tu avais parlé que tu avais contribué à une fondation, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, une fondation pour justement aider les athlètes à aborder les grands championnats dans des conditions optimales. Quelle importance tu donnes à ça? Parce qu'on sait que forcément, mieux les athlètes sont rémunérés, mieux ils peuvent du coup s'entourer de staff, de personnes compétentes et donc du coup perdurer. On a une espèce de cercle qui s'entretient. Ben, c'est une intéressante conversation autour de ça parce que à un certain niveau, je pense que dans le développement d'un athlète, il devrait avoir comme des choses difficiles à s'atteindre. Et si tout est donné à l'athlète, je pense que ça se peut que au lieu d'avoir un vrai personnalité qui savent ce qu'ils veulent faire et vont travailler à faire n'importe quelle chose d'atteindre ses buts. Ça, c'est pas le normal, la vie normale pour la plupart des gens. Si tout est donné à nous, on ne devient pas dans une position mentale de s'atteindre avec tous nos vigilances et travail, tout ça. Donc, pour moi, je trouve que dans les années de 12 à 16 ou 18, ça dépend des sports, on doit avoir un certain challenge, difficulté, tout ça. Mais quand ça arrive qu'on a démontré notre talent, on est capable, on sait comment travailler. Ça, c'est le point où si on peut encadrer l'athlète avec tous les réseaux pour avoir la chance de gagner, ça, c'est
ce qu'on a besoin de faire pour nos athlètes olympiques ou professionnels. Mais à ce point-là, tu dois avoir une équipe qui est intégrée, qui travaille ensemble, qui savent quels sont les buts importants à ce point-ci et ce point-là. Ça, c'est difficile à faire, à gérer. Donc, tu dois voir, et on voit de plus en plus dans les sports professionnels et olympiques avec les directeurs de performance qui intègrent le groupe de physiothérapeutes, entraîneurs de conditionnement, nutritionnistes, tous les différents domaines de pratique. Intégrer ce système décide où certaines personnes doivent prendre le leadership présentement au lieu d'un autre et tout ça. Mais avec ça, avec nos athlètes olympiques, ça dépend le sport, le pays, ce qu'ils trouvent sont les choses qu'ils veulent gagner dans quel sport. Comme en Canada, on a beaucoup d'argent en arrière de Hockey Canada. Je pense que probablement en France, judo, c'est un grand sport de France. Le football, c'est un grand sport de France. Le rugby, c'est un grand sport de France. Donc, il y a plus d'argent là que ça se peut que l'escrime, c'est un plus grand sport en France qu'à Canada. Donc, si vous dans ces sports-là, tu vas avoir de plus en plus support autour de vous. Mais si tu joues à France le jeu de basket ou de volley ou quelque chose, il y a probablement des sports que tu peux choisir en France où l'argent n'est pas là exactement comme il veut. C'est la même chose en Canada. Donc, pour nous, en Canada, ce qu'on avait fait avec B10, c'est quels sont nos athlètes plus individuels que le sport équipe. Quels sont nos athlètes? Et moi, j'ai utilisé comme, je ne sais pas le mot en français pour analogy ou métaphore. C'est quoi une analogy? Quand tu utilises une histoire autour de quelque chose d'autre pour exprimer ou présenter une idée. Ouais, métaphore ou analogie, c'est les mêmes. Une analogie ou métaphore, c'est le même mot. OK. Donc, une analogie que j'utilise, c'est quand on veut monter le plus haut montagne, comme de fait Everest. On va la voir. S'il y a 30 personnes dans une chambre et il y a vraiment 5 personnes qui peuvent monter, ce qu'on fait en Canada, c'est on décide que les 30 personnes vont avoir un canette d'oxygène, un Sherpa, une boîte de nourriture et les 30 personnes ne vont pas faire le sommet parce qu'ils n'ont pas assez de ressources. Donc, ce qu'on a fait à B10, c'est de savoir les 5 personnes qui peuvent monter et donner un autre Sherpa, plus de canettes d'oxygène, plus de nutrition, tout ça, du support pour qu'ils peuvent faire le sommet. Il y a des fois qu'ils ne se mettent pas à cause de XYZ, mais on fait sûr et certain, on a toujours dit qu'on veut que nos athlètes arrivent sur la ligne de commencement et dire « I have no regrets ». Il y a rien d'autre que je peux faire pour gagner. Parce qu'on sait, on peut faire toutes les choses et une autre personne peut juste faire mieux que nous. Ça, c'est la vie d'un athlète. Mais on ne veut pas perdre à cause qu'on n'a pas eu les ressources assez fortes et puissantes pour faire. Ouais, c'est une belle mentalité, je trouve. Si tu avais, du coup, après toutes tes années d'expérience, si tu avais 3 conseils à donner à un athlète qui nous écoute, lesquels ça serait? La première chose, c'est que de savoir que pour avoir un changement ou un vrai succès, c'est je ne sais pas comment on dit en français, consistency, consistant. On doit être consistant dans nos pratiques. On ne fait rien si on fait
quelque chose une journée, on fait rien la prochaine journée. C'est la consistance qui est le centre de votre préparation. Deuxième chose, c'est de savoir que tu vas avoir des moments où le but que tu veux atteindre n'arrive pas. Et avec ces moments-là, c'est la chance de gagner l'information et de faire des ajustements et de réévaluer comment tu vas la faire le prochain essai au lieu de dire oh, je ne peux pas le faire. Donc, c'est toujours une opportunité de bouger, d'augmenter, d'améliorer avec ta vie parce que tu vas avoir des moments comme ça. Et la troisième chose, c'est tu ne peux pas faire ça toi-même. On ne peut pas atteindre les buts seul. Donc, trouve les personnes qui travaillent pour vous, avec vous, pour atteindre les choses que vous voudrez faire. Et quand tu arrives sur le piste ou le podium, dire merci à ces personnes-là. Toujours dire merci. Parce que c'est la vie de ces personnes-là, ça tourne autour de ce que tu atteins. Donc, ils veulent savoir qu'ils ont donné un push pour faire ça. Donc, ça, c'est mes trois. Ouais, mais c'est... Mes trois conseils. Ouais, mais des conseils pleins de sagesse et de clairvoyance, je trouve. Écoute, merci beaucoup pour cette discussion très très enrichissante. Je voulais vraiment te remercier d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je pense que ma français a fonctionné assez bien. Ouais, c'est ça. Et au final, ça a plutôt bien marché. Et oui, et aussi du coup te féliciter parce que pour un premier podcast en français, je pense que j'aurais pas fait la même chose en anglais. J'aurais pas été aussi à l'aise. Cool. Ben, merci pour l'invitation. Bonne journée à vous et bonne journée à toutes les personnes qui entendent notre conversation. Ouais, et une dernière chose pour ceux qui veulent te suivre sur les réseaux, où est-ce qu'ils peuvent te... Oui, ben, j'ai mon podcast spécifique Leave Your Mark. C'est sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, tous les différents streaming services. Puis, peut le trouver en Twitter at Built by Scott, en Instagram à King O'Pain. Puis, je suis au Facebook aussi. Et notre site web, c'est reconditioninghq.com. Donc, si vous voulez prendre un cours avec nous, allons-y. On essaie de faire un cours en français dans la prochaine avec des autres amis qui font reconditioning avec nous. Ah, ça, c'est des super projets. Bon, encore merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, on n'oublie pas de mettre un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes. Et à la prochaine pour un épisode, un nouveau podcast. Merci. Bonne journée. Okay.